épisode un peu spécial, on n'a pas la musique de début, mais rassurez-vous, si vous réécoutez cet épisode mercredi soir, elle sera là, Jean-Fred va bosser, ça va être tout bien. Salut Jean-Fred. Salut Greg, ça me perturbe là, qu'on inverse. Il y a trop de monde, on est tout paniqué. Épisode spécial en direct, le deuxième, qui est enregistré en live au Montanas Bar à Lausanne. Merci beaucoup pour l'accueil au Montanas également, et merci à Dr Gaps, notre partenaire aussi pour l'organisation de cette soirée. Et encore, comme je viens de le dire, merci à vous tous d'être présents. Pour cet épisode, on va le scinder en deux parties. Une première partie avec deux anciens joueurs du Lausanne HC et une seconde partie avec un actuel joueur du Lausanne HC. Salut Benjamin. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Benji. Salut John. Bonsoir à tous. Il faut se rendre compte qu'on a quand même plusieurs centaines de matchs de National League et plusieurs centaines de matchs au Lausanne HC à table avec nous, avec deux personnes qui ont fait des choix d'après-carrière un petit peu différents. Benjamin, tu arrives un peu à nous expliquer où tu en es actuellement ? Ouais, il y avait la santé d'abord, réparer un petit peu tout ça, et puis après j'avais le projet d'accompagnement en fait, d'accompagner des jeunes en fait pour la suite de carrière. Je voulais être un petit peu la personne que j'avais pas eu tout au long de ma carrière, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. T'es en train de me dire que t'es en train de devenir agent ? Ou c'est un gros mot, agent ? C'est un grand mot, c'est un petit peu différent, mais ouais, pour le commun des mortels, ouais, ce serait à peu près ça. Quand tu dis la personne que j'ai pas eue, dans ta carrière, il t'a manqué quoi justement comme accompagnement ? Je parle pas de glace, je parle de hors glace. Ouais, quelqu'un qui avait peut-être un peu d'expérience à mettre sur la table. Des choix, de la vie un peu de tous les jours. Mais c'est vrai que quand on joue au hockey, on est un petit peu lâché dans ce monde-là, et puis on peut se perdre assez rapidement. Et puis il y a quelques fois où je me suis perdu. Ouais. Toi, Jan, justement, tu as aussi vécu cet aspect joueur, l'aspect après-carrière. On parlera après forcément de Fribourg-Gotteron et de ton rôle actuel, mais aussi justement, tu sens qu'il y a un manque dans l'encadrement des joueurs au niveau de l'agent, des agents. Oui, je pense que ce qu'il a dit Benjamin, c'est juste. C'est vrai que les agents, souvent, se concentrent plutôt sur le présent. Ça veut dire optimiser la carrière, les contrats des joueurs. Mais tout ce qui se passe après, c'est laissé un peu aux oubliettes, comme on dit. Mais c'est un bon point, je pense, de faire quelque chose comme Benjamin veut faire. Moi aussi, je n'avais réfléchi à le faire, puis j'ai pris d'autres voies par la suite de ma carrière de hockey. Mais c'est quelque chose d'important et quelque chose que les joueurs, en fait, faut dire, ils ne pensent pas. Moi, je le vois actuellement dans mon travail. Quand tu es joueur, Benjamin, il pourra dire aussi, et aussi Rochette par la suite, tu es dans une bulle et que tu penses que ça ne s'arrête jamais. Mais tôt ou tard, ça va s'arrêter. Je pense d'ailleurs qu'il y a Michael Engoy qui a une structure pour aider les anciens ou les actuels joueurs de hockey à faire quelque chose, des études pour s'améliorer. Tu penses que ça, c'est important ? Oui, ça c'est déjà une bonne base parce qu'actuellement maintenant il y a beaucoup plus d'options que quand moi j'étais jeune. Hein. Il y a déjà une distance, différentes possibilités d'étudier à l'université à distance qu'à l'époque il n'y avait pas. L'université de Lausanne il propose aussi un cursus sportif d'élite. Mais si on ne veut pas suivre ce parcours-là, Michael Engoy a mis en place différents brevets fédéraux qui peuvent aussi être faits sans être présentiel ou sur plusieurs années. C'est quelque chose de très intéressant et complémentaire aussi à d'autres études. Toi, tu avais fait l'uni à distance ou tu étais en présentiel ? Moi j'avais fait en présentiel quand on avait joué ensemble avec Benjamin à Genève. Benjamin, toi, partir dans un club, mettre le costard plutôt que d'être en habit de ville, on va dire ça comme ça t'intéressait pas ? Non, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais ça s'est arrêté un petit peu abruptement pour moi, et puis tu te retrouves un peu posé là au milieu, tu sais pas trop où aller, et puis c'est une idée que je voulais développer, et puis à un moment donné, faut passer le cap et puis se lancer à fond, quoi. Entre joueurs, vous avez été coéquipiers, alors vous étiez à des stades différents de votre carrière. Quand John t'a arrêté ta carrière, toi t'as encore eu quelques années derrière. Vous parlez de ça justement, de l'avenir, c'est un thème entre coéquipiers ? Ouais, je suis sûr que John il en a parlé, puis il a dû nous dire aux jeunes, commencer un petit peu à réfléchir et puis tout ça. Après, John c'est un peu une exception qui confirme la règle. C'est vrai que faire des études comme il a fait, l'Uni et tout, c'est pas la majorité des joueurs, mais certainement qu'il a dû me le dire et puis il doit s'en rappeler mieux que moi, mais peut-être un peu d'expérience. On en parle, mais pas vraiment. C'est vrai qu'on est vraiment dans une bulle, et puis on sait que ça va s'arrêter, on le sait, mais on sait pas quand. Et le jour où ça s'arrête, on a quelques années à rattraper surtout. C'était quand le wake-up call pour toi ? Ou le moment où tu te dis, ouh, là, il faut que je le fasse ? Quand on m'a dit que c'était fini, 4 mois avant que ça s'arrête. Ah oui, quand même. Non, j'y ai pensé, c'est vrai, j'y pensais. Mais le jour où la décision, elle tombe, on te dit, dans 4 mois au plus tard, c'est fini.
Tu dis ouf, hein, j'ai peut-être raté quelque chose là. Et j'ai eu entre guillemets un petit peu la chance, c'est que j'avais une blessure qui prenait du temps, donc j'ai eu en fait une année pour y réfléchir et mettre en place quelque chose. T'as un client tout fait, non? Avec Elliot, ton frère qui joue à Holton. Bon, c'est un petit peu spécial, mais lui, il arrive aussi gentiment au bout. Et puis, voilà, il veut pas forcément changer d'agent ou d'entourage. Donc, non, il est avec son agent. Comment on passe justement de l'autre côté du miroir? Parce que toi, tu as eu un agent qui t'a représenté, tu as peut-être aussi toi parlé à tes dirigeants parfois, puis là tu te retrouves peut-être de l'autre côté. Alors je sais que c'est le tout début, t'as pas encore, c'est pas toi qui négocie des contrats genre Théo Rochette qui est là ou un Sandro Schmidt ou des contrats majeurs, mais tu as déjà eu cet autre rôle à jouer? Oui, ça se passe. Après, comme j'ai dit, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu différent, peut-être un peu plus, un petit peu plus d'accompagnement, un peu moins de joueurs. Le but, c'est de créer une relation de confiance avec les joueurs, les dirigeants aussi. De pouvoir discuter plus ouvertement, que les joueurs soient peut-être un petit peu plus à l'aise aussi sur certaines choses et puis pas forcément leur cacher des choses. Comme joueur, la pire sensation, c'est d'être toujours dans l'attente et puis on a toujours l'impression que notre agent il fait rien. On se dit toujours il travaille pas, mais pourquoi il le fait pas? Puis on se rend pas compte, mais il peut y avoir 50, 60 autres joueurs à côté qui pensent la même chose. Et j'aimerais enlever cet ordre de priorité. J'aimerais pas en fait que la valeur du joueur définisse en fait qui est prioritaire. Toi, John, au moment de partir justement dans ton après-carrière, tu as commencé au Lausanne HC plutôt dans l'aspect directeur du développement des jeunes, si je me rappelle bien. Ouais, c'était finance administration. Ah d'accord, pardon. Je crois que tu avais commencé comme ça. Tu as directement parti sur l'aspect financier, mais après tu es parti à Fribourg-Gotteron comme CEO. C'est un gros step quand même après ce rôle à Lausanne. Oui, c'est vrai, c'était un gros step, mais c'était... Un des objectifs que je m'ai fait fixer dans la vie, comme sportif d'élite, Benjamin pourra aussi le dire, aussi Rochette, on se fixe des objectifs à court terme, moyen terme, qu'on va se développer, combien de matchs on veut faire, équipe nationale, gagner le champion suisse. Et puis pour l'après-carrière, je m'ai fixé plusieurs objectifs. Et puis le fait aussi de faire des études justement en finance et administration, ça m'a aidé à avoir son premier rôle au Lausanne Hockey Club. C'est une chance unique qu'on a eu à l'époque, que j'ai eu à l'époque avec un club qui est en train de transformer son business plan complètement. Passer dans un ancien patinoire à une nouvelle patinoire. On avait joué, pour qui se souvient, à Malais 2.0, ensuite de la nouvelle Vaudoise Arena. C'était extrêmement intéressant. On a aussi vu des périodes plus compliquées, aussi à cause du Covid, des problèmes financiers. Pour moi, c'était une excellente expérience. Et puis après, oui, je peux intégrer aussi tout ce que c'est la formation, que pour moi, c'était toujours très important. Déjà, quand j'étais joueur, j'avais créé une académie au Tessin pour former les jeunes. Et après, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. C'est un objectif que je m'étais fixé à moyen terme, un jour, de pouvoir diriger un club. Et puis voilà, j'ai eu aussi beaucoup de chance, mais j'ai aussi travaillé derrière pour y arriver. Mais il faut aussi avoir, comme dans la vie, toujours, que prendre le train au bon moment, mais le train, il faut qu'il passe. Je voulais juste, tu parlais de ta carrière, revenir, c'est quoi? C'est 5 ans en Hongrie, je l'ai noté, 929 matchs de National League en tout. Est-ce que, ça fait quoi, 19 ou 20 saisons de National League? Quel regard tu portes? Tu dis justement, moi j'ai pas mal fait, je suis assez satisfait de cet aspect sportif en tout cas. Oui, moi je ne regarde pas trop en arrière. C'est ça peut-être des fois que c'est positif et négatif. Je regarde toujours en avant, que ce soit au niveau du hockey quand j'étais joueur. Maintenant au niveau comme dirigeant, on veut toujours développer le club, améliorer notre situation, faire un step encore pour aller en finale, toujours développer. Mais comme joueur, oui, c'est clair que si je regarde en arrière, quel style de joueur j'étais, quel talent j'avais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué 20 saisons, j'ai presque fait 1000 matchs en Ligue nationale, champion suisse, j'ai fait le championnat du monde de hockey, j'ai eu énormément de chance. Mais c'était aussi un autre hockey, il faut dire. Actuellement, je ne pense pas que j'aurais le même temps de jeu parce qu'à l'époque, c'était un jeu un peu plus rugueux, on dit, Ben. Maintenant, c'est plus lisse, le jeu est plus efficace, il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas beaucoup de pénalités, c'était fair play, on ne voit pas beaucoup de blessures. Ça veut dire que le jeu a complètement changé. Je me souviens en 2006, quand il y a eu la tolérance zéro.
Nous, on était ensemble à Genève, on avait une équipe, je pense qu'il y avait Saro, il y avait Grozek, et moi, il y avait Breitbach, il y avait Bézina. Je pense qu'on avait, je ne sais pas combien, milliers de minutes par saison ensemble. Maintenant, on regarde le jeu, c'est vraiment lisse, c'est magnifique à voir. Même en play-off, on n'entend pas beaucoup parler de beaucoup de ces problèmes sur la glace. On voit vraiment le jeu, et le jeu a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, je ne ferai pas encore 20 saisons et presque 1000 matchs, disons ça. Mais tu l'as dit, champion de Suisse avec Zurich, tu es allé 2 saisons à Zurich. En tant que Léventin, tu es resté à Ambry, puis après tu es parti. À Fribourg, on sait, moi je suis chaque fois fasciné de voir Ludo Weber qui revient, Sandro Schmidt qui reste. Il y a une vraie importance du maillot et de la communauté fribourgeoise à Fribourg. Et des fois on se dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui devrait peut-être partir, essayer d'aller à Zurich, à Zug pour aller faire un titre, même si je pense que Fribourg est une bonne adresse maintenant. Mais comment tu vois ça, ces Fribourgeois qui restent au club? Ouais, les Fribourgeois aussi qui sont partis sont revenus, voilà, comme Weber, comme Berchi et d'autres. Hein. Mais c'est clair, nous, c'est une stratégie. On est le club avec Zurich qui a plus de joueurs formés au club qui jouent. On a 11 cette saison. L'année prochaine, faut voir ce qu'il fait Julien Sprunger. Peut-être on aura 12, peut-être on a 13. Et d'autres clubs aussi font la même chose. On voit Lausanne maintenant qu'ils ramènent aussi tous les jeunes formés. C'est très bien. Je pense que c'est ça qui fait le corps d'une équipe, le corps vraiment, comme on dit. Et puis pour les fans, pour tout le monde, pour les jeunes qui jouent dans le moment junior, ils voient des exemples qui sont formés au club et qui jouent. Comme on voit ici Théo Rochette, c'est un exemple parfait pour tous les jeunes de l'Académie de Lausanne. De le voir sur la glace, ça donne envie et ça donne aussi un objectif, un espoir. Et pas beaucoup de clubs, ils le font moins, ou ils le font pas du tout. Et puis forcément, ça impacte toute l'organisation. Mais aussi, pour nous, c'est clair, c'est que certains joueurs, ils partent. Comme voilà, un joueur formé chez nous qui joue à Lausanne actuellement sans sonance. C'est très bien pour lui, il voit une autre expérience, il se développe de manière différente. Lausanne, il travaille très bien sur certaines façons. Mais bien sûr, on espère un jour qu'il revienne chez nous parce qu'on veut que tous les Fribourgeois reviennent chez nous pour nous aider à continuer à développer. Tu parlais de prendre le train. Tu as pris le train lausannois juste après la promotion. Benjamin, tu étais sur la glace pour la promotion. J'imagine que certaines personnes ici doivent se souvenir de cette soirée ou pas, je ne sais pas. John, tu es arrivé juste après la promotion. Tu es arrivé dans un club qui venait de faire l'ascenseur, on va dire, mais vers le haut cette fois. Tu te rappelles de ton arrivée à Lausanne, ce club, dans quel état il était, et la progression finalement du Lausanne HC que toi tu as vécu de l'intérieur? Oui, je crois que toi aussi, tu te souviens, hein, tu m'avais écrit comme tu m'as vu à la gare à Lausanne, c'était pas encore annoncé, hein, je me souviens de ça. Tu as une très bonne mémoire et c'est très juste. Oui, c'était... Voilà, moi je sortais de Zurich et puis j'avais besoin de relancer ma carrière. Lausanne, c'est un club qui à l'époque venait de monter, mais déjà très bien structuré à tous les niveaux. Et puis voilà, il y a aussi Gerd qui est parti, Heinz qui est arrivé à ce moment-là. On se rappelle, et puis on a fait une saison, c'était aussi incroyable, première saison avec Christophe Balouet qui était sur les nuages. On avait vraiment une équipe qui n'était pas sur le papier très compétitive, je crois que tout le monde nous donnait dernier au classement, je crois. Hein. Sûrement. Et finalement, on a fait les playoffs épiques contre Zurich, on allait à match 7 avec plusieurs animations, on perdait 3-1 de la série, on est revenu à 3-3, on a perdu 1-0 à Zurich, match 7. C'était une série fantastique, très proche de passer. Oui, c'était une magnifique expérience, une magnifique saison. Benjamin, tu as rigolé à l'évocation du nom Heinz Seller. Il est de retour dans la Ligue à Berne. Pourquoi ce sourire? C'était un plaisir de jouer pour lui? Non, j'ai rigolé pas pour Heinz, mais il y a un panneau là en bas, on le verra pas, mais... On a parlé d'un panneau avec un autre dirigeant, mais non, mais Heinz c'était... Non, c'est vrai, on n'a pas développé le plus joli jeu de la Ligue cette année-là, mais la finalité, c'est qu'on a perdu au match 7 contre Zurich, et puis c'était les premiers playoffs dans l'histoire du LHC, et puis... Ouais, on a fait un petit retournement de situation, comme il a dit John. C'était une expérience qui était vraiment fabuleuse. De voir un joueur comme John Gobi débarquer, finalement, il y avait déjà dans le vestiaire de l'expérience, justement. Il a dit que Christophe Balouet était déjà là en bas, mais tu avais l'impression de l'intérieur que le LHC franchissait un palier, justement. Alors forcément, il le franchissait parce qu'il était promu, on est bien d'accord, mais on a vu, tous les promus sont pas égaux, on va dire. On peut pas penser au HC Ajoie, qui a un promu qui a un peu plus de peine. Lausanne, c'était directement une autre catégorie, j'ai l'impression. Bon, on était en Ligue B, mais quand même assez proche de la structure des clubs en Liga. Aujourd'hui, je pense que les clubs en National League, ils sont entre guillemets surdéveloppés, ils sont à la pointe. Pour les clubs en Swiss League, c'est très très compliqué le step. Chaque année, j'ai l'impression
la marche est de plus en plus haute, et que ce soit sur la glace, mais surtout en dehors de la glace. Aujourd'hui, on voit des bureaux, c'est des dizaines de personnes qui travaillent sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, Lausanne, on était assez proche d'un club de Liga. Et on a pu aussi, enfin, le club a pu investir aussi dans des joueurs, pas seulement sur l'extérieur, pas seulement dans les bureaux. Et on reprend l'exemple d'Ajoie. Je pense que l'équipe, voilà, ils ont de la peine un petit peu à développer peut-être l'équipe sur la glace, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect aussi, bureaucratie entre guillemets. Il y a des nouvelles normes, il y a plein de choses comme ça. John, il pourra en parler plus que moi parce qu'il les connaît toutes. Mais je pense que c'est un gros investissement qu'Ajoie doit faire pour des choses qui ne se voient pas forcément tous les jours, enfin tous les week-ends en tout cas, sur la glace. Tu parles de Swiss League, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un club cette année, on peut imaginer un Sierre avec Chris McSorley aux commandes, pouvoir potentiellement monter et faire quelque chose en National League, où ce step-là, il est vraiment tellement difficile à atteindre? C'est dur à dire, mais j'ai quand même l'impression que chaque année qui passe, les clubs de National League se professionnalisent encore plus, montent encore plus. Et j'ai un petit peu le feeling que la Swiss League reste un petit peu là où elle est. Et puis j'ai même l'impression que peut-être le niveau a un petit peu descendu. C'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle, on jouait avec Lausanne, on attirait toujours du monde. La pire patinoire pour nous à l'époque, c'était Turgovie, il n'y avait que 1500 personnes. Aujourd'hui, un club de Swiss League avec une moyenne de 1500 personnes, je pense qu'ils sont plus qu'heureux. Et pour nous, c'était horrible d'aller jouer là-bas. Il n'y a personne, oh là là, il y avait 1500 personnes. Getseka quand même, non? Alors Getse, c'est à part parce qu'ils sont toujours 25, c'est toujours les mêmes 25. Mais Getse, voilà, ça fait partie un petit peu du jeu, du décor. Mais ouais, à l'époque, c'était Turgovie. On voit aujourd'hui Turgovie, c'est le leader du championnat de Swiss League. Mais d'ailleurs, la Swiss League a sorti un communiqué hier pour mettre la pression sur la National League, justement pour redynamiser cette Swiss League. Toi, en tant que dirigeant de National League, tu vois ça comment la promotion-relégation automatique? Parce que je sais que c'est quelque chose qu'ils ont dans un coin de la tête à l'étage inférieur. Tu serais favorable ou c'est utopique? Tellement c'est difficile de franchir ce step de Swiss League en National League. Moi, je pense que ce qu'il a dit Ben, c'est juste aussi maintenant la différence, l'écart, et c'est aussi creusé. Au niveau vraiment, se regarde les matchs à l'époque. Lausanne Hockey Club en Ligue B, il y avait beaucoup de joueurs, comme Benjamin, qui avaient des expériences en Ligue nationale A. Il y avait Kons, il y avait des Rounds, il y avait des étrangers aussi de niveau de Ligue nationale A. Maintenant, voilà, avec les 6 étrangers aussi, ça a donné une différence. De toute façon, Swiss League, c'est quelque chose qu'on doit tous ensemble pour le Hockey Suisse trouver une solution à long terme. Mais clairement, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, effectivement, les 14 clubs en National League, le niveau est très haut. Mais on voit que même l'année passée, c'était pas loin de pouvoir monter. Mais la solution doit venir tous ensemble. Et ces discussions sont en cours maintenant entre les différents niveaux. Ouais, parce qu'on a l'impression que chacun défend son précaré. C'est que la National League va se dire, ouais mais attends, je ne vais pas mettre la relégation si je suis 13, 14, même 12e. Il y a trop de risques que... Parce que on sait que si un club comme Ajoie tombe, c'est très très difficile. Alors tout ce qu'ils ont construit sur plusieurs années, tu peux presque oublier, quoi. Oui, c'est ça. Je pense aussi que la relégation automatique, ça va pas venir. Mais le fait de pouvoir toujours avoir une chance, oui. On voit en Finlande, ils sont 16 clubs maintenant. Ils avaient fermé la Ligue, cette année ils ont rouvert, ils vont redescendre à 12. Alors voilà, faut aussi laisser encore un peu vivre cette nouvelle situation avec 14 clubs. Mais clairement, la situation de la Swiss League, on doit tous la discuter, mais la solution doit aussi venir de l'intérieur de la Swiss League. Comme l'a dit Benjamin, il y a Getse Kalayon, mais aussi Belinzo, il y a 50 spectateurs aussi. Ouais. Je les connais tous aussi parce que c'est ça. mais voilà, c'est aussi que tu as des clubs comme la Chaux-de-Fonds, comme Sierre, comme Visp, qui sont à 400 000 peut-être de moyenne. Et tu as des clubs qui sont à 50. Alors il y a quand même une polarisation aussi des clubs de la Swiss League. Et là, la solution de venir aussi à l'intérieur de la Swiss League pour comprendre c'est quoi la Swiss League aussi. On ne va pas faire le débat du salary cap aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le temps, ça va durer des heures. Mais par contre, en termes de transparence au niveau des budgets, Fribourg, c'est un club assez exemplaire parce qu'il y a à chaque fois le rapport de gestion qui est publié. Donc cet après-midi, je me suis un petit peu perdu dans les différents rapports de gestion de Fribourg-Gotteron. Mais c'est vrai qu'on voit que depuis que tu es arrivé, alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a un rapport de cause à effet, mais peut-être, c'est toi qui me diras, mais les salaires ont augmenté de 10,1 millions, mais ça c'est pour le club de Fribourg-Gotteron, à 12,9 actuellement. Donc on voit qu'il y a eu plus de 2,8 millions d'augmentation. Les rentrées aussi, en termes de produits des matchs, c'est passé de 9,4 millions à 10,9 millions.
le marketing de 6,9 millions à 7,9 millions, ce club de Fribourg-Gotteron, il a atteint son plafond, là, justement, avec cette augmentation des 3-4 dernières années? Non, je crois pas. Moi, je pense, comme j'ai dit, toujours aller de l'avant. Je pense qu'il y a encore un potentiel. On voit aussi que si on part des charges, mais bien sûr, on a investi plus de la première équipe à niveau aussi du sport. Il faut être transparent. On a aussi investi plus de moment junior. On a engagé des anciens joueurs. On a maintenant André Bikov qui travaille pour nous. On a d'autres qui vont aussi intégrer. On a Manzato aussi qui travaille dans l'organisation. On cherche toujours d'améliorer nos prestations au moment junior parce que c'est notre base, notre pilier. On a aussi intégré l'équipe féminine, qui, voilà, ils ont aussi un salaire, des charges. Et puis pour le revenu, il faut dire que voilà, on prend l'année comptable de l'année passée. On a fait les demi-finales justement contre Lausanne. On a eu vraiment match 7. Pratiquement les 2 fois, et c'est là qu'on a eu beaucoup de matchs à la maison, c'est aussi les revenus augmentent. Mais non, je pense qu'il y a encore un potentiel d'augmentation. On est passé de 530 partenaires, on a 730 partenaires maintenant en 4 saisons. C'est incroyable le travail qui a été fait par toutes les équipes chez nous, marketing, ticketing. Et on a aussi monté la capacité, on est arrivé passer de 9000. Il y a encore une terrasse qui est prévue, j'allais dire. C'est bientôt fini. Mais justement, juste ce matin. On peut creuser un pilier. Non, on a encore un potentiel, ouais. On a encore un potentiel. Mais de combien? Je peux pas vous dire, il ne faut pas tout dire non plus. Hein. Vous voulez un de plus que Lausanne, c'est ça? Ils ont 9006. Ouais. 9601, c'est l'objectif. Tu fixes des objectifs à moyen et à long terme. Non, plus que ça. Plus que ça. Non, l'objectif, c'est d'aller un peu plus haut que ça. On a des architectes qui ont fait un travail exceptionnel. Ce qui est venu à la BCF Arena pourrait jamais dire que c'est en fait une rénovation. Ouais. C'est l'ancien Saint Léonard. Nous, on a joué là-bas, tu te souviens. Et tu vois maintenant la BCF Arena. Il y a du changement. Des changements. Et mais il y a toujours ces gradins très pentus, en fait. Exactement, il y a les gradins très pentus qui gardent cette ambiance chaudron. Voilà, on peut demander à Théo après, quand elle a joué les demi-finales l'année passée. C'était incroyable de jouer à Fribourg. Et en plus de ça, les architectes ont même réussi à trouver de la place un peu partout. C'est bientôt fini, là, je pense quand même. Non. Ouais, je vois pas où vous les mettez. Hein. Tu seras surpris. C'est génial, parce qu'il faut savoir aussi, on reçoit des communiqués de presse pour dire oui, alors, la nouvelle terrasse avec 80 places est ouverte, ou bien ça passe maintenant à 9260 accueils, et on se dit chaque fois, mais c'est pas possible, ils trouvent où? Comment vous faites? Je peux pas dire tous les secrets en live non plus, mais oui, on est comment pas on est obligé. On a la chance d'être de 2 saisons consécutives à guichet fermé. On est à presque 8 ans de matchs à guichet fermé de suite. Hein. On est le seul club d'Europe à avoir ça. Et puis on a une demande incroyable. Le quai suisse, il marche bien en général. Si on regarde toutes les nouvelles infrastructures, elles sont réellement plus que 95% de taux de capacité. Lausanne aussi maintenant, Ambry, Zurich, les patinoires sont pleines. Et nous, on veut donner des possibilités à nos fans de venir voir les matchs. Vous avez plafonné les abonnements, hein? Oui, on a plafonné. Est-ce que vous pourriez, justement, s'il y a un petit peu plus de capacité, peut-être augmenter le plafond d'abonnés et de se dire, on récupère des gens là parce qu'on a une liste d'attente? Oui, peut-être c'est une réflexion qui sont en cours maintenant. Il faut voir jusqu'à quel chiffre on va aller, je ne peux pas te dire encore. Mais des réflexions en cours en général. Mais on a une chance inouïe d'avoir un public fantastique et fidèle et qui est derrière nous. On est quand même à Lausanne, attention. Mais il y a beaucoup d'ici, je suis sûr, qui sont déjà venus à la BCF Arena. Ils savent que c'est une très belle patinoire comme celle de Lausanne. À Vaudoise Arena, c'est les 2 meilleures infrastructures à 10 000 places auprès de Suisse. C'est fantastique pour le quai roman. Ce qui se passe actuellement. Bienne, nous, Fribourg, Genève, champion de la Champions League, Lausanne 2 fois en finale. Il faut dire que maintenant le quai il se tourne plutôt vers la Romandie, ce qu'on cherche de pousser nous, club roman maintenant en général aussi les équilibres. Et puis ce qui est en train de se passer, c'est fantastique. On va aller l'avant avec ça, quoi. Moi, j'ai une question et après un dernier thème, le thème, je sais qu'il te tient à cœur, mais dernière question. Christian Dubé a dit dans une interview quand il était encore à Fribourg-Gotteron, donne-moi 3 millions de plus et moi aussi je gagne le titre. C'est aussi simple que ça? Je crois pas. Benjamin fait partie de l'aventure de Jeunesse Servette quand ils ont gagné le titre. Je crois pas qu'ils aient... ils avaient un budget peut-être conséquent, mais pas autant que Zurich ou d'autres clubs. Mais moi, je pense que ça c'est le passé. Et on connaissait Christian Dubé comme son caractère. On avait perdu ce match contre Zurich et puis c'est pour ça ce chiffre. Nous, on ne cherche pas des excuses. On a notre budget, on fait avec, on va de l'avant. Et puis d'autres clubs, ils ont plus de budget, oui, mais d'autres clubs, ils ont moins de budget que nous aussi. Alors finalement, il faut prendre ce qu'on a et développer ce qu'on a et puis pas chercher des excuses.
Tu étais dans l'équipe des millionnaires de Genève, alors c'est ça? Ouais, c'est d'ailleurs celui qui a fait l'équipe, c'est celui qui a gagné Hockey Manager. Il s'est dit, il a fait une mixture, il a dit ça passe, et puis un peu de chance, c'est passé. Non, c'est pas ça, mais gagner, c'est pas juste sur la glace, ça prend beaucoup d'autres choses. Il faut que la mayonnaise elle prenne, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et puis c'est sûr que c'est plus facile de gagner, ça donne plus de chances de gagner avec un budget comme Genève, Zurich, peut-être Lausanne, peut-être Fribourg que Langnau ou Ajoie. Mais ça reste des décisions et c'est surtout des humains en fait au final sur la glace. Il faut un vestiaire qui s'entend, un vestiaire qui a envie de jouer, d'aller dans le même sens, des joueurs qui acceptent leur rôle. Et ça, c'est pas l'argent qui peut l'acheter. Elle est où cette médaille? Parce que moi, je me rappelle la dernière image que j'ai de toi en maillot de Genève Servette, c'est sur la glace. Tu avais joué 1 minute et quelques ce soir-là, le match 7 contre Bienne. Tu pouvais pas en faire plus si je me rappelle bien. La médaille, tu l'as encadrée, elle est précieusement gardée à la maison? Ouais, elle est avec le maillot accroché sur un cintre. John, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit, moi, il y a un thème qui me tient à cœur, mais pas qu'à moi. Dans le hockey suisse, c'est quand même en train d'évoluer dans la bonne direction. C'est le hockey féminin. À Fribourg, vous avez fait des pas dans cette direction. Il y a d'autres clubs. Je crois que Lausanne est aussi en train de réfléchir à intégrer l'équipe féminine dans son équipe, dans le club. Pour Fribourg-Gotteron, à quel point c'est important justement d'avoir ça, mais au-delà de Fribourg-Gotteron, même pour le hockey suisse, tu vois vraiment un engouement qui grandit? Oui, gentiment, Zug, c'était vraiment les précurseurs. Ils ont investi énormément pour amener le club. Il n'existait même pas alors, pour amener le club dans la plus haute division. Nous, c'est une des premières choses qu'on a voulu faire. On va intégrer dans la famille Gotteron, justement, avoir une place pour tout le monde, pour les jeunes, pour les hommes et pour les filles. Et on voit maintenant le sport féminin en général. On parle là de Tour de France féminin qui arrive en Suisse. On a vu ce qui s'est passé au niveau du foot en Suisse cet été. On voit maintenant, il y a des changements aussi au niveau de l'équipe nationale. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire. On a aussi une responsabilité sociale comme club d'avoir une place pour tout le monde. Et puis on doit le voir aussi pour les filles. Et pour nous, c'est très important. C'est aussi un des facteurs que le budget charge a aussi augmenté, ça c'est clair. Mais moi, j'y crois personnellement beaucoup. Je pense que c'est le futur. À quelle vitesse on va aller? Aulas, Olympique Lyon, elle a commencé ça dans les années 2000. Bon, le résultat arrive 20 ans après. Maintenant, la société va extrêmement vite. Peut-être arriver plus vite que 20 ans, j'espère pour le hockey féminin, mais ça va venir. Ça va venir. Les patinoires vont se remplir gentiment aussi pour le hockey féminin. La seule ou une dernière médaille olympique, c'est l'équipe féminine qu'elle a amenée à Sochi, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, je crois qu'il y a du potentiel, mais il faut beaucoup investir. Et nous, comme club, on a cette responsabilité. On va continuer à le faire. Vous savez combien vous avez d'abonnés à Fribourg, d'abonnés féminines? On n'a pas beaucoup, car pour l'instant, on a intégré l'abonnement hommes et filles ensemble. Mais c'est aussi des réflexions futures pour vraiment valoriser le produit, de les séparer. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup, parce que tous nos 7500 abonnés peuvent venir voir le match des filles aussi. Je te propose qu'on fasse une pause ou ça va? En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir été le premier bloc, on va dire. Je sais que vous étiez difficilement ensemble sur la glace, faire une paire défensive un peu atypique, John Gobi, Benjamin Antognetti. Mais merci beaucoup d'avoir été présent. Voilà, on a changé de ligne. Tu es en infériorité numérique, Théo, après Benjamin et John. Théo Rechette, c'est une question toute bête pour commencer. Je pense que tu t'y attends un petit peu. Comment ça va? Ça va mieux. Plus de peur que de mal, mais non, ça va. Ça fait toujours un peu mal, mais c'est rien de grave. Donc voilà, j'espère être là pour le prochain match. Il faut donner le contexte. Hein. Ouais, alors on a vu tous les images de cette charge de Sven Jung contre la bande. On te voit rester au sol, on doit te relever, tu te tiens l'épaule. Donc là, on a un petit indice, disons. Tu arrives à parler de cette scène, finalement, de ta blessure. Ouais, c'est un check, je pense. C'est un check très correct. J'étais juste vraiment collé à la bande et puis il m'a bien écrasé. Donc voilà, ça a fait mal, très mal sur le coup. Et puis après, on se relève. Puis voilà, ça passe gentiment. Mais voilà, comme j'ai dit, rien de grave. Tu arrives à nous expliquer ce que ça fait de prendre une charge de Sven Jung? Parce que moi, je me rends pas vraiment compte. Il est très lourd, je confirme. En plus, j'étais vraiment collé à la bande, comme j'ai dit. Et puis voilà, ça m'a pas vraiment donné de chance de m'en sortir. Et puis, c'était pas qu'à l'épaule. Hein. Tu nous expliquais que ça tout le corps, finalement, t'avais un peu mal en te relevant. Ouais, sur le moment, je me suis mis par terre. Je me suis dit, je reste là parce que j'avais de la peine à respirer un peu. J'avais mal au dos, à l'épaule. Et puis
voilà, je me suis dit, j'attends mon physio. T'es maudit de l'équipe de Suisse, disons. L'année passée, je pense logiquement, tu allais être sélectionné pour le mondial. Et donc, tu as dû renoncer pour des raisons médicales. Là, tu étais sélectionné cette semaine pour aller à Tampere. Tu dois de nouveau renoncer. On te verra en décembre, j'imagine, pour le tournoi en Suisse. C'est quoi ta relation avec l'équipe de Suisse, justement? Tu te dis aussi, je commence à avoir un petit peu pas de bol. Ouais, ça fait partie du hockey. Maintenant, je peux rien faire, mais c'est vrai que dans une année aussi importante, je dirais, en termes d'événements, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir faire mes preuves à ce tournoi. Et puis voilà, c'est décevant, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Tu parles justement d'une année importante, il y a les Jeux Olympiques, il y a le Mondial en Suisse, j'imagine on va prendre un après l'autre. Mais le fait que tu n'aies jamais joué de tournoi avec cette équipe de Suisse, tu en as parlé avec Patrick Fischer de dire est-ce que j'ai quand même ma chance, est-ce qu'il a son groupe sur lequel il compte, ou finalement toi tu t'imagines et tu as déjà réservé, on va dire, pas la chambre dans le village olympique, mais tu te vois à Milan? Non, je pense au Prospectum cet été, Fischer il m'a dit que la porte elle était ouverte, ça dépendait un peu de moi, de ma saison, comment ça allait. Maintenant c'est vrai que je suis pas fou non plus, je le sais que j'ai pas beaucoup d'expérience internationale et puis voilà, je comprendrais très clairement sa décision, peu importe la saison que j'ai, qu'il me prenne pas. Et puis voilà, maintenant je fais du mieux que je peux. S'il me prend, tant mieux. S'il me prend pas, je vais continuer à essayer de faire mes preuves. Bon, ça veut quand même dire que Patrick Fischer se priverait d'un buteur de 24 goals sur les 41 derniers matchs. Donc on peut se dire que ça pourrait être utile, mais quand on sait qu'il y a les joueurs de NHL, des Pius Suter, des Nico Hischier, des Nino Niederreiter, est-ce que tu te vois sur une ligne offensive où tu te dis moi je m'en fiche, tant que vous me prenez aux Jeux Olympiques, je peux jouer sur la 4, ça va aller? Ouais, c'est à peu près ça. Je pense que je suis un joueur qui est assez responsable des deux côtés de la glace. Évidemment, je suis plus offensif, mais voilà, j'ai beaucoup de responsabilités avec Jeff Ward aussi, qui me donne la chance d'être en infériorité numérique, qui me donne du temps de glace en fin de match quand on gagne par un ou deux goals. Donc voilà, c'est des responsabilités que je pense que je suis capable de prendre, et puis voilà, ça ne me dérangerait pas de faire. Centre ou ailier, tu t'en fiches? Ouais, ça c'est du passé maintenant. Avec ma saison l'année passée où j'ai joué à l'aile tout le long, je me sens confortable partout. Moi je voulais t'entendre sur ton évolution justement, parce qu'il me semble que quand tu es arrivé en Suisse, on te voyait plutôt comme un centre créatif, quelqu'un qui allait peut-être faire 10-12 passes, mais 25 passes 10-12 buts, mais 25 ou 30 passes décisives, une sorte d'Enzo Corvi qui passera. Oui, désolé, Enzo Corvi, c'est mon joueur préféré, on va dire, donc je suis obligé de le placer dans tous les podcasts. Mais tu es un buteur, en fait, maintenant, tu es devenu un buteur, tu t'as évolué ou tu as voulu changer ton jeu, c'est conscient? Non, pas du tout. Puis justement, ça fait quelques fois que je me fais la remarque avec certaines personnes qui sont assez proches de moi, que voilà, j'ai jamais eu plus de goals que d'assists, et puis même moi, je comprends pas. Mais je pense que c'est peut-être un peu la mentalité qui a changé. J'essaie d'attaquer plus le goal et puis de prendre ma chance un peu plus, tirer un peu plus. Je pense que je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en son tir de loin, spécialement. Mais voilà, j'ai parlé aussi notamment avec notre skill coach Dubé, et puis qui me disent que voilà, j'ai un bon shoot, faut que je me fasse confiance, et puis j'essaie de faire au mieux. Le fait que physiquement tu aies progressé entre ta première saison et la deuxième, et encore maintenant entre la deuxième et la troisième, ça aide aussi, j'imagine, niveau confiance, à aller là où ça fait mal et aller chercher ces buts. Tu l'as senti en arrivant en National League, qu'il te manquait peut-être ce pas-là? Ouais, évidemment, je pense que la confiance, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un joueur de hockey. Il faut bien la gérer, il ne faut pas en avoir trop, mais il faut en avoir assez. Et puis je pense que voilà, l'expérience, ça va aussi avec ça. Et puis je pense d'année en année, voilà, tu prends de la confiance, tu sais ce que tu es capable de faire. Je pense qu'à la fin de ma première année, j'avais une bonne saison, mais je savais que j'étais capable de plus. Puis voilà, c'était une période d'adaptation, et puis après j'essaie de faire au mieux, mais cette confiance, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Si on regarde ton évolution, justement, tu es encore un tout jeune joueur, malgré justement ton rôle majeur à Lausanne actuellement. 23 ans. Hein. On est obligé de se dire que tu as l'âge pour penser à plus loin, penser à la NHL, penser à jouer en Amérique du Nord. Tu l'as toujours dit que c'était ton rêve, pour l'instant ça ne s'est pas fait.
c'est toujours possible? Tu as des contacts? Comment ça se passe quand on est un joueur justement qui pourrait être intéressant pour la NHL? Il y a des scouts qui viennent te voir? Ou c'est comment ton rapport avec ce championnat? Alors là, je ne sais pas s'ils viennent me voir ou pas, mais... Alors, il y a des scouts dans les tribunes. Je ne sais pas si c'est que pour toi, mais je pense qu'il y en a pour toi. Non, mais oui, c'est toujours un objectif. Je pense qu'il faut carburer à ça un peu pour pouvoir s'améliorer et tout. J'essaie de vraiment me mettre ça comme objectif, mais j'essaie de pas trop y penser non plus en même temps. Je pense que j'ai eu beaucoup de déceptions dans le passé, notamment avec le repêchage. Et puis voilà, maintenant je me dis ce qui arrivera, arrivera. Je fais du mieux que je peux. J'essaie de continuer de me développer, d'essayer de faire gagner l'équipe. Et puis si ça marche, tant mieux, quoi. Tu parles de déception au niveau du repêchage. Ouais. Tu as compris ce qui s'est passé ou finalement tu dis toujours mais c'est incompréhensible? C'est souvent ma taille, mon poids qui ont été mentionnés. Donc voilà, j'essaie de continuer de travailler là-dessus physiquement. Et puis voilà, les autres raisons exactes, je ne les connais pas, mais voilà, c'est ce qui a été mentionné plus souvent. Le poids, t'en es à, je sais pas moi, je vais faire mon Roland Guay qui dit Elite Prospect, dit 78 kilos. Alors je sais pas si c'est exact, mais est-ce que, il me semble aussi que Benjamin Antonietti, qui était à ce micro avant, avait plutôt de la peine par rapport à son frère, qui était un grand bonhomme assez lourd. C'était difficile de prendre du poids. Est-ce que tu arriverais, tu te dis, là, j'aimerais prendre 5 kilos de muscle, ou c'est pas possible? En général, je me fixe toujours un objectif plus l'été. Je pense que cet été, c'était vraiment pour moi de travailler plus en force et en puissance que de prendre du poids. Si je peux prendre un petit peu de poids, tant mieux, mais c'était plus l'objectif de prendre la force vraiment. Je pense que faut faire attention aussi parce que prendre du poids c'est bien, mais si tu prends 10 kilos après, tu vas sur la glace, t'avances plus, quoi. Ça fait quand même une grosse différence. Donc j'essayais d'abord de travailler en force et en puissance pour peut-être après éventuellement rajouter du poids. L'été, tu t'entraînes avec d'autres joueurs qui sont aux portes de la NHL ou en NHL. Ouais. Au Québec, c'est hyper important ça. Tu m'expliquais là, le Summer League, ligue d'été. Ouais, je m'entraîne dans le gym avec eux. Puis après, avec quelques potes, on a une ligue d'été où on joue. C'est une ligue où il n'y a que des pros, des gars NHL ou des gars qui jouent en Europe, comme Hazen par exemple, qui joue à Ajoie, qui est aussi là. Donc voilà, on essaie de garder contact avec la glace, mais de jouer un peu, de garder ce plaisir, pas juste faire des entraînements, faire aussi des matchs entre nous et puis compétitionner entre nous. Et puis ça rajoute un petit côté fun, quoi. Lundi, mardi, mercredi, à un moment, tu m'expliquais un peu juste le calendrier. J'aime, il joue tous les jours. C'est vraiment un plaisir absolu de jouer au hockey. Ouais, je pense que c'est un hockey qui est différent. L'été, c'est vraiment plus pour le plaisir. C'est un hockey qui change, quoi. Puis quand tu finis les playoffs, ça fait du bien de jouer au hockey un peu, juste se promener un peu sur la glace et puis essayer des trucs, etc. Donc non, voilà, on a notre ligue tous les lundis, le mardi c'est si on veut, et puis peut-être du 4 contre 4, donc c'est vraiment du pur plaisir, quoi. Tu parles de te promener sur la glace. J'ai quand même l'impression que début de saison, tu te promenais quand même en National League sur la glace. Non, je ne pas ça comme ça. Non, ça allait bien, c'est sûr. Mais voilà, de là à se promener, non, pas du tout. Ton rapport à l'Amérique du Nord, un jour, j'ai deux journalistes québécois qui m'ont écrit, qui m'ont dit « T'as pas le numéro de Théo Rochette ?» J'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai raté sa signature quelque part ?» En fait, j'ai compris que Zachary Bolduc, avec qui tu as gagné la Coupe Mémorial du côté de Québec, a signé à Montréal. Donc, il voulait parler de Zachary Bolduc avec ses anciens coéquipiers. Ce joueur-là, j'imagine que tu as encore des contacts avec. Et ces joueurs avec qui tu as des contacts là-bas, c'est quoi le rapport que tu as avec eux? Ils ne comprennent pas non plus que tu sois pas là-bas. Ils te disent « Mais l'année prochaine, tu me rejoins ?» on parle presque tous les jours avec Zach. J'ai été 2 ans en famille d'accueil avec aussi, donc on était assez proches. Mais non, voilà, c'est
c'est un monde quand même qui est assez particulier là-bas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui nous disent, par exemple des trucs que je m'étais fait dire à Philadelphie, comme quoi si j'aurais une bonne saison, je finirais l'année avec un contrat, et puis finalement j'ai pas eu de nouvelles, alors que j'avais, je pense, une assez bonne saison. Donc voilà, c'est tous des trucs comme ça. C'est vraiment un monde business où on pense moins à toi, mais plus à eux. Et puis voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas, quoi. Je sais pas si on se rend compte ici de l'importance justement de même Québec. C'est pas Montréal, du coup c'était avec les juniors, mais tu arrives à raconter à quel point c'est l'engouement autour de ce club, autour du hockey au Québec et la pression finalement que ça doit te mettre, parce que là on se dit je vais devant 9600 personnes à la Vaudoise Arena, mais à Québec c'était presque encore plus impressionnant. Ouais, c'était 18 000 et quelques, je pense, la dernière année en play-off. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Puis après, pour du junior, c'est irréel, quoi. T'as des gars, ils ont 16-17 ans, tu joues devant 18 000 personnes, ça arrive que là-bas, tu vois. Ouais. Donc non, c'est quelque chose. C'était vraiment une belle expérience. On a eu beaucoup de plaisir, les gars. Puis c'est quelque chose qui nous a fait prendre aussi beaucoup de maturité hors glace, parce que voilà, il y a cette pression médiatique là-bas aussi. Et puis les gens qui suivent énormément le hockey là-bas, ils analysent tout. Donc voilà, c'est assez spécial à vivre. Mais justement, cette pression, ces responsabilités, c'est quelque chose que quand tu arrives à Lausanne, puis qu'on te dit, écoute, voilà, il y a 9600 personnes, tout le monde veut Théo Rochette et tout. C'est bon. Je connais ça, moi, à Québec, c'était fois 2, 3. Ouais, après, je pense ici, c'est aussi différent. Je pense avec le public, c'est vraiment une ambiance qui est complètement différente. Puis c'est tout autant spécial de vivre ces émotions. Puis je pense qu'on l'a vu dans les playoffs, surtout l'année passée, il y a 2 ans, c'était voilà, la patinoire, c'était fou, quoi. Et puis ça, je pense, c'est des expériences que tu vis une fois dans ta vie, et chaque année est différente, est faite de nouveaux chemins, nouvelles expériences. On a tout qui est nouveau, et puis c'est vraiment spécial de vivre ça à la Vaudoise Arena avec les fans qu'on a ici. Tu sens que les gens veulent une petite partie de Théo Rochette à Lausanne. Enfin, tu sens que tu as un côté star, parce qu'aussi dans le club, ils me disaient, mais moi, si on doit envoyer quelqu'un, on envoie Théo. Enfin, tout le monde veut Théo Rochette, une petite partie. Tu le sens, ça? Oui et non. Voilà, je sens que les gens m'apprécient, et puis c'est quelque chose que voilà, ça fait plaisir. Puis après, je pense qu'il y a aussi plus un côté amical entre les joueurs et les fans ici, où voilà, il n'y a pas nécessairement en Amérique, mais c'est vraiment un truc. Voilà, on se promène dans la rue, puis les gens, voilà, ils viennent nous parler, nous dire bonjour. Comme finalement, on se sent choyé de se faire reconnaître, mais en même temps, c'est très amical comme conversation, tandis que là-bas, c'est plus vraiment, je prends une photo et puis après, ils partent, quoi. Donc voilà, c'est très différent, mais oui, ça fait plaisir de voir que les gens m'apprécient ici. Cette saison, ça aurait pu être une saison où toutes les semaines on te pose des questions sur ton avenir. Sandro Schmidt a eu des banderoles, a été rappelé. Il y a eu un cirque autour de Sandro Schmidt. Toi, tu as évité ça. Avant la saison, on règle les affaires, prolongation de contrat à Lausanne. C'était important pour toi, justement, de ne pas commencer avec toutes ces questions autour de toi? Oui et non. Au début, j'avais dit que je n'étais pas pressé, que ce n'était pas quelque chose qui me stressait ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'une fois que voilà, tu arrives au camp et les discussions commencent et que les gens t'en parlent, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis aussi. Désolé. Et puis voilà, il y a beaucoup de trucs qui sortent. Voilà, il y a des listes d'équipes qui sortent d'intéressés, machin et tout. C'est assez spécial à vivre. C'était un peu la première fois que je vivais ça, et puis ça fait du bien une fois que c'est fait, quoi. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte, c'est que les agents, on voit au club la liste de certains joueurs qui sont libres, et c'est un directeur sportif qui m'a dit un jour, en fait, j'ai reçu la liste et il y a Théo Rochette dessus, donc je ne me rendais pas compte qu'il était disponible. En fait, tout le monde était persuadé dans la ligue que tu n'allais pas partir de là. Alors, c'est ce qui est arrivé finalement, mais c'est vrai qu'il y a eu dans la ligue une petite surprise qui a duré peut-être
petite semaine, parce qu'après, tu as réglé les affaires. Mais oui, le nom de Théo Rochette a surpris pas mal de monde dans la ligue. Ouais, moi je pense qu'il n'y a personne qui était vraiment surpris que je re-signe à Lausanne. Non, je crois pas. Tout le monde s'y attendait un peu. Et puis voilà, pour moi, c'était assez évident que nos chemins allaient continuer et puis que ça allait bien. Donc j'avais aucune raison de quitter, quoi. Surtout que tu as un rapport qui date de longtemps avec ce club. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu jouer, c'est quand vous avez gagné le titre avec les 15, j'imagine. Ouais, exactement. Mini-top, c'est ça, dans Malais. Ouais. C'était le dernier match dans Malais où il y avait eu pas mal de monde. Je ne sais pas si des gens présents ici étaient également ce jour-là. Toi, tu as justement un souvenir de Malais. Tu as joué et tu as gagné le dernier match de cette patinoire. Ouais, c'était une patinoire. Beaucoup de souvenirs dans cette patinoire. Je pense que j'ai grandi un peu là-dedans quelques années. Donc c'était comme une deuxième maison. J'étais au sport-études. On vivait vraiment là-dedans. Et puis c'était spécial, puis c'était cool de vivre ça. Après, j'ai vécu aussi l'autre patinoire qu'ils ont fait en attendant, complètement différent. Et puis, j'avais jamais joué à la Vaudoise, donc c'est vraiment spécial d'avoir un peu tout vécu ici. Moi, j'ai une question aussi, c'est que j'ai vu Arc Info, qui est le média neuchâtelois, ils ont titré pour ta blessure le Neuchâtelois Théo Rochette, absent avec l'équipe de Suisse. Puis, t'es québécois par ton papa, et même français aussi par ta maman, et lausannois. Ça, je le dis pas trop souvent. Il faut savoir que son père m'avait dit s'il est très 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 bon, il jouera pour le Canada. S'il est très bon, il jouera pour la Suisse. Puis bon, s'il est juste bon, il jouera pour la France. Et tu te sens quoi finalement? Parce que c'est peut-être un truc de journaliste, parce que nous on doit mettre Théo Rochette, puis on peut pas mettre 4 fois. Alors on met le joueur des Lions et puis le lausannois. Tu te sens un peu neuchâtelois, très québécois, lausannois, tu te sens comment? Un peu tout finalement. Il y a même des gens qui pensent que je suis né au Canada, donc je pense que tout le monde est un peu perdu dans mes nationalités. Mais non, voilà, je suis né à Neuchâtel, mais j'étais très jeune quand j'ai habité là-bas. Donc voilà, pour moi c'est plus vraiment suisse, vaudois. Et puis québécois évidemment. Mais voilà, Neuchâtel reste quand même spécial pour moi parce que je suis né là-bas, j'ai quand même vécu quelques années très jeune, mais ça reste quand même parmi mon développement qui est important pour moi. Donc ta carrière de hockey, elle a commencé à Lausanne, c'est ça aussi? J'ai commencé à patiner quand j'étais tout jeune à Neuchâtel. Et puis après, on avait déménagé au Canada avec mon père, et ma mère, ma soeur, mon frère. Et après, quand j'étais revenu, j'étais allé à Lausanne. Ouais. Tu pourrais rajouter l'ancien junior de Young Sprinters. Du coup, maintenant, si tu veux trouver un synonyme supplémentaire. Ça, c'est pour Arc Info, ils seront contents. Je vous laisse t'entendre sur Jeff Ward, parce que c'est un personnage qu'on a depuis quelques années maintenant autour de nous. On commence à le voir avoir toujours la même expression, ça devient presque une sorte de running joke le concernant. Mais c'est quoi la relation d'un joueur de Jeff Ward avec lui, justement? Comment il est, on va dire, en privé? Je ne sais pas jusqu'où tu peux nous en parler, évidemment, mais il est drôle. Alors ça peut être surprenant, mais oui, c'est un gars qui adore rigoler. Ça lui prend pas grand-chose pour rigoler non plus. Et puis il aime bien dans les meetings un peu faire des blagues, détendre l'atmosphère. Quand il vient dans le vestiaire, c'est à la fin des entraînements, c'est vraiment il veut parler aux gars, rigoler un peu. Et puis c'est quelqu'un qui est très très amical et très proche de nous aussi, dans un sens où il prend vraiment à cœur comment les gars ils se sentent, et puis il va les rencontrer si jamais il y a quelque chose, etc. Et puis voilà, l'image que les gens ont de lui sur le banc n'est pas tout à fait juste, mais je les comprends de penser ça. Je me dis, Jeff Ward, est-ce que c'est le meilleur entraîneur que tu as eu? Après, je me dis, il a quand même eu Patrick Roy. Alors, je sais pas, c'est à toi de nous dire. Est-ce que c'est un des tout bons? Est-ce que c'est le meilleur? C'est quand même assez similaire, je dirais, mais oui, c'est de loin les deux meilleurs que j'ai eu dans ma carrière. C'est donc quoi? C'est dans la préparation, dans le côté, la précision, Ouais, dans tous les détails du jeu. Je pense qu'il y a tout qui est clair. Il est là pour répondre aux questions. C'est des gars qui sont aussi proches de nous, comme j'ai dit. Et puis qui mettent vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Et puis c'est, comme j'ai dit, très précis dans le système.
pour nous, c'est clair ce qu'on a à faire, quoi. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de moment où on hésite, on sait ce qu'on a à faire. Puis si on ne le fait pas, ben voilà, c'est notre faute parce qu'on sait ce qu'on doit faire, quoi. Et puis les assistants aussi, c'est maintenant qu'il y a Rob Cookson, est-ce que qui était à Zurich, qui a eu 2 titres avec les ZSC, c'est encore une voix et de l'expérience en plus? Ouais, exactement, c'est de l'expérience. Puis je pense que Rob est aussi un gars que voilà, quand ça va pas, il va venir te voir, poser des questions, comment ça va, etc. Donc voilà, ils ont ça à cœur et puis ils sont là pour t'aider, ils ont l'expérience. Ward, il sait mes objectifs d'aller un jour NHL et puis il m'aide vraiment par rapport à ça aussi. Si j'ai quelques matchs où ça va un petit peu moins bien, il va me parler, fais des choses comme ça, etc. Ça va t'aider. Donc c'est vraiment, il a à cœur aussi mon développement, mais il a aussi à cœur l'équipe et puis la personne. Donc, Si on pense à cette saison de Lausanne jusqu'à présent, il y a eu le début qui était extraordinaire en termes de résultats et aussi en termes de jeu. On avait l'impression que les buts ils tombaient presque tout seuls. Je pense que les auditeurs genevois peuvent en parler pour un certain match. Désolé s'il y en a. Et après, il y a eu ces derniers matchs un petit peu plus compliqués. Toi, de l'intérieur, comment vous vivez ça en tant que joueur, justement, quand il y a ces moments un peu trop hauts, on va dire, et ces moments un peu trop bas? Comment on reste calme, finalement? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est dur à aller chercher dans le sport professionnel, c'est la constance. Puis je pense que là, on en manque un petit peu. Donc, faut essayer de retrouver ça. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on a eu un petit peu plus de peine dernièrement, mais je pense que dans certains matchs, on n'a pas joué notre meilleur hockey. On a trouvé des façons de gagner aussi. Donc, il y a du positif. Et puis, il faut avancer là-dedans. Une saison, c'est long. On a joué déjà beaucoup de matchs. On a un calendrier qui était aussi très, très surchargé et puis on a fait du mieux qu'on pouvait. Maintenant, c'est vrai que là, on va être un peu mieux en termes de match et puis il faut vraiment essayer de trouver cette constance parce que ça va être important au bout de la ligne. C'est difficile de recommencer une saison après une finale, justement, de se rendre compte qu'on doit de nouveau gravir la montagne, on va dire, jusque-là, et ça recommence voilà, début mai, ou ça dépend à quel moment tu étais de retour sur la glace, de devoir relancer ce processus. Et comment toi tu vis ça? Ouais, comme j'ai dit, chaque saison c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle équipe, c'est des nouveaux joueurs, un nouveau staff, peu importe, mais voilà, je pense c'est quelque chose qui est compliqué mentalement, mais en même temps, avec un nouveau groupe, tu fais avec ce qu'on a, tu construis des nouvelles amitiés aussi. Des nouveaux coéquipiers et puis au final voilà, c'est peut-être les premières semaines du camp qui sont un peu wow, c'est tout nouveau, mais après on s'y fait et puis on recommence tous ensemble, un nouveau groupe soudé et puis voilà. Je ne vais pas te demander si cette équipe est meilleure que les 2 dernières. Je pense que c'est une nouvelle saison, justement, c'est pas la question. Mais c'est quoi, selon toi, justement, ce qui pourrait faire la différence cette année en faveur du Lausanne HC, ce qui a peut-être manqué les autres années? L'expérience qu'on a acquis dans les 2 dernières années, surtout en play-off. Je pense que ça peut faire une grosse différence. L'expérience de 2 défaites, c'est comment on se relève? Parce on parle de Zurich en disant ils sont 2 fois champions, est-ce qu'ils auront encore faim? Puis on avait vu aussi bien quand ils avaient perdu contre Genève, ils avaient perdu beaucoup de joueurs. On s'est dit ça va être une année compliquée. On supposait peut-être une année compliquée pour Lausanne l'année passée, ça a été en finale. Et là, encore, de repartir avec des nouveaux joueurs, c'est ça le truc, c'est de changer 5-6 joueurs pour qu'on redonne un peu faim aux autres. Alors ça c'est pas trop de mon département. Je sais pas c'est quoi la tactique à ce niveau-là, mais non, je pense qu'on a une équipe qui aime pas perdre. On prend ça à cœur aussi. On est une équipe qui est très soudée. Puis je pense que voilà, quand on perd, ça nous fait mal. Puis on veut vraiment s'améliorer à chaque jour. Puis tu sais, quand tu gagnes, on essaie de ne pas avoir cet excès de confiance. Et quand tu perds, on essaie de pas... Voilà, je pense qu'on a perdu 4 matchs de suite, je crois, ou 5 à un moment donné. Puis c'était vraiment, voilà, on sait qu'on ne joue pas à notre meilleur. Il faut trouver des façons de gagner ou retrouver cette constance qu'on avait avant. Et puis je pense qu'on ne perd jamais cette petite confiance aussi qu'on a en nous, qu'on sait qu'on est un bon groupe. On l'a prouvé les années précédentes. Et puis les nouveaux joueurs, voilà, ils nous aident énormément cette année aussi. Donc
Donc voilà, la confiance reste là. Ça me fait penser aussi, tu parlais du dernier match à Malais. Je ne sais pas si c'était ça dans l'équipe, je pense que c'était un petit peu plus tard, mais Voardou, Baragano, Bougro, Pache, toi, le fait d'avoir eu un peu de succès dans les juniors, puis d'un coup de tous se retrouver là en National League, tu te dis quand même, ah ouais, c'est bien, on a fait du chemin ensemble, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas qu'on allait se retrouver autant. Ouais, bah c'est toujours plaisant. Enfin, c'est des gars qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, c'est voilà, des amitiés que... Voilà, je suis parti au Canada, j'avais toujours un peu de contact avec eux. Mais enfin, voilà, de longue distance, c'est toujours très différent. Et puis, voilà, de les retrouver, ça fait plaisir. C'est cool de pouvoir jouer avec des gars que tu connais depuis longtemps. Puis c'est un peu, on le dit souvent dans le vestiaire, on est un peu comme des frères, tu vois, genre on se défend quand on doit se défendre, mais voilà, quand on est entre nous, on aime bien s'embêter et puis excusez-moi d'expression, mais faire les cons un peu, quoi. On avait promis qu'on te libérait vers 19h45 parce qu'on ne veut pas trahir de secret, un chien à les promener. J'ai une dernière question pour toi, tu as le droit de ne pas y répondre. Vous êtes content d'être éliminé en Champions League? Parce que nous, on a l'impression que oui, de l'extérieur. Non, bah, je pense qu'il y a du positif et du négatif, mais je pense voilà, nous, quand on va jouer un match, c'est pour le gagner. Puis c'est clair que voilà, c'était un peu frustrant de la façon que ça s'est fait. Mais voilà, je pense maintenant on peut se concentrer sur la saison, évidemment, je pense que tout le monde le sait. Mais non, c'est jamais un objectif de rentrer dans un match et se dire bon, celui-là, les gars, on le perd comme ça, on a fini. Non, je pense on veut gagner. On voulait aussi prouver qu'on était une bonne équipe en Europe. Et puis voilà, on a chopé un peu ces matchs dans une période où ça allait moins bien. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus rien qu'on peut faire. Parfait, on voulait te remercier d'avoir donné de ton temps pour nous. Merci beaucoup, Théo. Désolé que tu ne sois pas présent en équipe de Suisse, mais du coup on te verra, j'imagine, en décembre lors du tournoi de Zurich. Merci à tout le monde d'avoir été présent, c'était un plaisir. Merci beaucoup D'organiser ce podcast en votre compagnie et puis à tout bientôt. À bientôt.